Lorsqu'on a préparé le congrès et qu'on a réfléchi au thème du congrès, on avait envie de réaffirmer la dimension politique de l'ICEM et de mettre en valeur ce qui caractérisait, en tout cas ce qui distinguait l'ICEM d'autres mouvements pédagogiques. Et l'émancipation est un thème qui nous a paru assez évident, qui est encore un terme qui n'est, enfin une notion qui n'est pas totalement récupérée par tous les mouvements pédagogiques et détournée de son sens premier, donc l'émancipation. L'émancipation appelant la notion de domination, on a donc voulu faire une table ronde sur la notion de domination et d'émancipation. Et pour parler du terme de domination, nous avons invité 3 personnes aujourd'hui. Donc, je le fais dans l'ordre, Yves Bonardel, Charlotte Norman et Audrey Chenu. Donc, Yves, tu es militant engagé dans tous les rapports de domination et d'oppression. Et tu as publié un livre qui s'appelle « La domination adulte, l'oppression des mineurs ». Vous le trouverez sur le stand de la librairie La Griffe, juste en sortant de l'amphi. Donc, la domination adulte, l'oppression des mineurs, chez Myriadis. Ensuite, Charlotte Norman a enseigné la philosophie, et tu as aussi écrit un livre qui s'appelle « La fabrique de l'impuissance, l'école entre domination et émancipation ». L'école de l'impuissance, la fabrique de l'impuissance. Voilà. L'école de l'impuissance. Ouais. Ça va être bien. Ouais. Et Audrey, qui est une instite, une militante à l'ICEM, et une militante engagée aussi dans des combats, notamment les combats féministes, les combats genrés, et qui a aussi écrit un livre, Girl Fight, que vous trouverez aussi sur le stand de la librairie. Et c'est imprimé, édité chez Presse de la Cité, Girl Fight. Voilà pour les 3 livres. L'engagement de ces 3 intervenants sur les questions d'émancipation et de domination vont nous amener à nous interroger sur qu'est-ce qu'on entend par domination, à partir de quand est-ce qu'on parle d'un rapport de domination, quels en sont les signes. Ensuite, on s'interrogera plus particulièrement au niveau de la classe, et notamment à travers des exemples de la classe d'Audrey, ce qu'elle fait un petit peu en classe, comment elle se positionne elle autour des questions de domination autour du genre. Et ensuite on se demandera si l'école, en tout cas ce que peut mettre en place chacun dans sa classe dans le but de l'émancipation, est-ce que cela suffit, est-ce que l'école suffit à l'émancipation? Voilà. Donc pour pour l'animation, j'ai aussi à côté de moi Catherine Chabrin, qui est militante à l'ICEM, et on est là toutes les deux pour co-animer la table ronde, passer le micro, quand ce sera le tour de parole à la salle. Donc je laisse la parole à Charlotte, ensuite Audrey prendra la parole, et pour finir, Yves. Merci. Bonjour. Donc j'ai introduit le débat, et c'est pas évident au sens où évidemment domination et émancipation c'est des termes très généraux, et comme j'ai moi-même tendance à la généralité, ça va être un peu général, mais bon, c'est quand même important de dresser les grandes lignes. Donc les grandes lignes, de mon point de vue, ce serait qu'il faut vraiment partir d'un point de départ quand on réfléchit à l'école et quand on travaille dans l'école, c'est-à-dire une idée toute simple qui est que c'est une institution profondément ambiguë, qui tire vraiment dans 2 sens différents, voire complètement divergents, qui est à la fois un lieu où on rencontre à la fois on s'approprie des savoir-faire, éventuellement des savoirs qui peuvent être émancipateurs. Savoir lire, savoir écrire, c'est quand même un truc incroyable, quoi. C'est quelque chose dont parle beaucoup quelqu'un sur qui j'ai pas mal travaillé, Jacques Rancière. Savoir lire, ça veut dire savoir pouvoir lire n'importe quoi, ce qui est quand même incroyable. Et rencontrer des choses comme l'histoire, comme les langues, comme comprendre que notre société, elle a été construite, qu'elle n'est pas naturelle, c'est également quelque chose qui éventuellement peut être très émancipateur. Et en même temps, c'est un lieu qui est aussi un lieu où se joue le contraire, et où ce potentiel émancipateur, il est comme neutralisé.
Et je pense que le pivot sur lequel ça se joue, c'est que l'endroit où on apprend ces savoirs, c'est aussi un endroit où, depuis le départ, on classe les individus, on les hiérarchise, et comme Bourdieu l'a bien montré, non seulement on leur attribue une valeur différente, mais on leur fait croire que c'est naturellement qu'ils sont les uns plus doués, les autres meilleurs, enfin, ils ont des qualités intrinsèques qui vont ensuite expliquer leur place dans un ordre social qui est inégalitaire. Donc dès le départ, c'est ça. Je ne suis pas allée le lire, mais il y a un livre super intéressant, pour le peu que j'en ai lu, sur les maternelles qui était paru aux éditions de La Dispute, sur la façon dont dès la maternelle, il y a des jugements sur les enfants, sur leur capacité, la nature des enfants, une espèce de jugement très très empreint de ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait de penser que les valeurs de sa classe, c'est des valeurs universelles, c'est-à-dire que des enfants qui ne parlent pas comme vous, qui n'ont pas le même rapport à la langue parce qu'ils ne viennent pas du même milieu que vous, vous c'est l'enseignant, eh ben on va juger qu'ils sont par exemple hors langage. Vous voyez tout ce discours qui est très très présent malheureusement chez les enseignants. Donc voilà, il y a cette ambiguïté fondamentale et je pense que si on veut faire quelque chose de bien à l'école, il faut avoir conscience que c'est comme si on marchait sur un fil constamment, puisqu'on est constamment dans une institution qui va vous pousser à classer, à trier les gens, à les hiérarchiser et qui va faire... c'est Michel Foucault qui parle de ça dans un bouquin qui s'appelle « Surveiller et punir » sur la prison, sur les institutions en général, en fait, l'école, l'hôpital, la prison. Et il dit quelque chose de très fort, c'est que c'est des lieux de discipline, et que la discipline, c'est une façon de ployer les corps qui fait qu'à la fois ils deviennent plus puissants, ils sont capables de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire auparavant, ils produisent des effets, encore une fois, écrire, produire un discours, etc. Et en même temps, le problème est de donner cette puissance aux gens tout en la canalisant, c'est-à-dire empêcher qu'elle déborde, qu'elle puisse être utilisée contre l'ordre social. Et l'école, typiquement, me paraît être un exemple énorme quoi, de ce travail de, à la fois je vous donne un pouvoir et en même temps je vous empêche de vous le réapproprier ce pouvoir. Je pensais à un truc mais j'ai oublié. Et donc du coup, une fois qu'on a pris conscience de cette ambiguïté, mais je pense que c'est vraiment au cœur du travail de Freinet, hein, on se met à se dire ok mais comment j'évalue, est-ce que j'évalue, est-ce que j'arrête d'évaluer, est-ce que on a conscience que cet acte qui paraît anodin parce qu'il est considéré comme fondamental dans l'apprentissage, évalué, bah, il a rien de neutre et qu'au contraire, il peut avoir des effets dévastateurs. Annuler même ce qu'on veut faire. On s'interroge aussi sur la nature des savoirs qu'on transmet. Il me semble qu'il faut vraiment être frappé des usages de l'histoire, par exemple. La façon dont... c'est très clair quand vous regardez des manuels des années 30, des années 50, etc., mais comment il y a une espèce de récit national qui a pour but principal de faire produire une adhésion des individus à la nation, de se concevoir eux-mêmes comme nationaux, d'aimer leur patrie, d'être prêts à lutter pour elle, éventuellement à donner leur vie pour elle, etc. Mais aujourd'hui encore, l'histoire elle est prise dans ce type d'enjeu. Et donc s'interroger sur est-ce que les savoirs que je transmets, ils sont susceptibles de produire de l'émancipation, c'est aussi se dire mais finalement comment est-ce que j'enseigne l'histoire ? Est-ce que j'enseigne l'histoire d'une façon qui va être simplement une petite histoire qui va renforcer les valeurs qui servent l'ordre tel qu'il est ? Ou est-ce que j'enseigne l'histoire de telle façon qu'on comprenne que c'est un récit construit, que c'est un récit qui est plein de polémiques, qu'il y a des enjeux, qu'il y a des valeurs incluses dedans qui sont discutables, que parler de la colonisation c'est pas neutre pour un pays comme la France qui a construit sa richesse et sa place mondiale là-dessus, et qu'il faut parler de ça nécessairement. Donc pas présenter par exemple l'histoire comme quelque chose d'achevé, voilà, il s'est passé ça et c'est comme ça que ça s'est passé, et les causalités c'est ça, mais le présenter comme un récit où il y a des conflits d'interprétation, parce qu'il y a des enjeux justement. C'est aussi quelque chose que défend quelqu'un comme Bernard Lahire, par exemple, sociologue Bernard Lahire, c'est aussi se dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas du tout de sociologie ou d'anthropologie à l'école primaire ? Est-ce que ce ne serait pas aussi nécessaire pour penser sa position, penser qui on est, et le comprendre et éventuellement s'en émanciper un petit peu, que de faire de la sociologie ? Pourquoi, par exemple, les thèses de Bourdieu sur l'école, pourquoi on n'en parle pas avec les enfants ? Je sais que personnellement, c'est pas que j'étais d'un milieu où
l'accès au savoir est spécialement compliqué. Mais le jour où j'ai lu les textes de Bourdieu sur la reproduction, sur la noblesse d'État, franchement, c'est des textes qui produisent un effet sur vous et qui vous font du bien, quoi. De se rendre compte que les mécanismes qu'on a subis et qui font que par exemple, on n'ose pas prendre la parole, qu'on n'ose pas écrire, qu'on a du mal à écrire, tous ces mécanismes, en fait, ils n'ont rien de personnel. C'est pas votre histoire personnelle. Il se trouve que c'est votre histoire personnelle, mais en fait, c'est complètement général et ça s'explique par des causalités sociologiques. Et ben, pourquoi cet effet émancipateur, on n'en fait pas profiter les enfants. Ils en ont besoin. Donc voilà, ça peut être ça aussi, se demander qu'est-ce que c'est des savoirs critiques, des savoirs émancipateurs. Et je pense que par rapport à ça, en tant qu'enseignant, on a des questions à se poser sur nous, notre propre rapport au savoir, parce que je pense qu'on est des produits de cette école, et que vous voyez toutes les... Comment dire ? Le fait que le savoir il soit utilisé pour... il ait une valeur sociale, en fait, qui détermine la valeur d'une personne, que... je sais pas comment dire, le narcissisme, tout simplement, soit mis en jeu par rapport à ça. Qu'on soit impressionné par les savoirs, qu'on n'ose pas se les approprier parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, etc. Ça, on en participe. Et je pense qu'on a un travail à faire sur soi pour se dire, finalement, pourquoi j'ai jamais lu des vrais bouquins d'histoire ? Pourquoi je ne vais pas voir de la sociologie ? Finalement, c'est pas plus compliqué qu'autre chose à se réapproprier. Je veux dire que si on veut que les élèves se le réapproprient, il faut aussi que soi, on puisse le faire. Ok, après, ce que je viens de dire sur l'ambiguïté de l'école, c'est vrai de façon générale de l'école depuis longtemps. Et peut-être ce qu'il faudrait penser aujourd'hui, c'est la situation particulière dans laquelle on est. Et si on devait la caractériser, il y a une pression très forte de ce qu'on peut appeler le néolibéralisme, on va dire, pour tirer l'école vers en faire un lieu de plus en plus inégalitaire, de plus en plus un lieu où il y a une concurrence entre les individus, entre les établissements, et qui produit de plus en plus d'inégalités. Il y a cette tendance comme ça à créer une concurrence, c'est quelque chose qui est très bien analysé, vous avez dû voir passer en tous les textes de la bande de Christian Laval. Il a écrit, je sais pas, l'école n'est pas une entreprise, vous avez fait un grand bouquin sur les évolutions en Europe de cette politique néolibérale. Ça, c'est quelque chose de très fort, et donc qui prend la forme à la fois d'une mise en concurrence, et puis de l'autre côté, au niveau de l'action des enseignants au quotidien presque, l'imposition de, vous savez, toutes ces évaluations perpétuelles. Le fait que vous-même vous êtes évalué et que vous êtes censé constamment évaluer vos élèves selon des grilles précises, etc. Par rapport à ça, je pense que je prêche à des convertis, j'imagine, mais il faut être très clair sur le fait que ces politiques, elles sont absolument pas pour visée réelle de produire un système scolaire plus efficace comme elles le prétendent. Nos dirigeants, les gens qui servent ces politiques ne sont pas idiots, ils ont bien conscience que les systèmes finalement les plus efficaces pour les élèves, ceux qui portent davantage les élèves, qui les font avancer davantage, c'est les systèmes les plus égalitaires. C'est pas les systèmes où on met en concurrence. Donc quand ils créent de la mise en concurrence, quand ils créent de l'inégalité, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils créent un système, on pourrait dire à 2 vitesses au moins, quoi, ou encore plus que ça. Un système où c'est juste chacun pour sa gueule et chacun qui essaie de sauver sa peau, où on essaye de mettre son gosse dans la meilleure école, où du coup il y a des écoles fuites qui deviennent ingérables, etc. Parce que une espèce de concentration de problèmes. Donc ils savent très bien ce qu'ils font, ils veulent simplement créer plus d'inégalités, et puis du point de vue des enseignants, en imposant par exemple ces évaluations constantes, ou ils créent plus de soumission tout simplement. Ils veulent pas qu'on soit plus efficace. Je sais plus, c'était Sarkozy qui avait une formule complètement ridicule et en même temps très révélatrice. Il disait je voudrais rendre les enseignants experts de leur métier. Donc on fait comme si on nous donnait les clés de bien faire notre travail pour qu'enfin on soit efficace. C'est vrai que quand on est enseignant, on a l'impression d'être jamais efficace. Donc vous donnez une bouée à quelqu'un en train de se noyer, à enfin quelque chose. Ils nous servent ça comme ça, mais en fait ce qu'ils veulent c'est régir, réglementer le travail de l'enseignant, et que surtout il ne puisse pas décider lui-même de la façon dont il fait et comment il le fait et pourquoi il le fait, etc. Donc je pense que c'est important d'être très clair là-dessus, sur les visées de cette politique, créer plus d'inégalités, créer plus de soumission de la part des enseignants, et avoir un discours aussi là-dessus pour permettre, parce que le problème c'est qu'il faut que ce soit identifié par le maximum de personnes, parce que le problème aussi c'est que ces politiques elles sont relayées par les pairs, la pression des autres enseignants dans une école elle est réelle.
Voilà, et donc il y a cette tendance-là, et il y a une autre tendance aussi qui me semble très forte dans l'école, c'est toute la tendance, la façon dont l'école est une chambre d'écho des politiques sécuritaires, on va dire, de contrôle des individus, de répression des individus, ce fantasme de on va détecter des potentialités soit révolutionnaires, soit terroristes chez les enfants, et puis on va les tuer dans l'œuf avec les délires qu'il y a eu, je sais pas, qu'il y a à chaque fois que par exemple il y a un attentat et que, mon Dieu, les élèves ne sont pas dans la communion nationale, et peut-être qu'ils ont des critiques par rapport à la politique de l'État, quelle angoisse, et on demande aux professeurs de relayer ça. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler il y a des profs d'histoire à qui on a demandé, dans la correction du bac, de faire remonter des propos éventuellement de sympathie au terrorisme qu'ils trouveraient dans leur copie. Vous voyez à quel degré on en est, quoi. Vous vous souvenez bien sûr de la formule qu'avait eue la ministre de l'Éducation à l'époque, hein, c'était après Charlie, je crois, les attentats contre Charlie Hebdo. Elle avait dit c'est pas seulement qu'il y a des gens qui sont pas Charlie, c'est qu'il y a des questions. Il y a des questions qui se posent dans les classes qui sont intolérables. Il y a des questions que les élèves ne doivent pas poser. Donc les élèves, quand ils disent par exemple pourquoi est-ce qu'on interdit à Dieudonné de faire son spectacle et puis on n'interdit pas à Charlie Hebdo de faire des caricatures dégueulasses sur le prophète, quand ils disent ça, c'est une question qui n'est pas tolérable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en discuter en fait. Donc une espèce d'interdit justement sur une critique quoi, dont on pourrait discuter comme de tout, hein, pour laquelle on pourrait avancer des arguments, mais ça, ce serait impossible. Donc, pour me résumer et partir du fait particulier pour revenir au général, il y a un enrôlement de l'école dans ces politiques sécuritaires. Que je me dépêche. Ouais. Et ces deux tendances, elles sont aussi très, très actives pour faire de l'école ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est clairement ce qu'il faut identifier pour lutter contre. J'aurai un dernier mot pour aller très vite. Je pense qu'on est pris aussi en tant qu'enseignant dans l'angoisse de mal faire, de ne pas bien préparer les élèves. Il y a une espèce d'angoisse parce que l'école est tellement importante. On a l'impression qu'on donne un viatique pour la vie à nos élèves ou pas, et que c'est une responsabilité qui est effectivement difficile à assumer. Moi j'ai enseigné en terminale, c'est difficile de ne pas préparer le bac, même si le bac philo c'est un peu débile. Voilà, et je pense qu'il faut assumer de se lâcher cette angoisse et au contraire se donner le temps de chercher des choses, d'expérimenter en se disant que les principes sur lesquels on se fonde, c'est très important. Et la façon dont on évalue, c'est pas un détail, c'est fondamental. Et le dernier mot que j'aurais, parce qu'il faut que je me taise, c'est qu'il me semble que ce qui se joue dans l'ICEM, c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On ne peut pas faire ça si on n'a pas une communauté qui à la fois valorise ce que vous faites, qui défend ses valeurs et qui vous donne une légitimité alternative à celle de l'institution, de l'État, etc. Et on ne peut pas faire ça tout seul, aussi parce que c'est du temps, que c'est aussi d'autres manières de faire qui n'ont rien d'évident quand on a soi-même été justement scolarisé dans une école qui fonctionne complètement différemment. On a besoin de transmission et de soutien pour que ça puisse exister. C'est pas un truc. Je crois que c'est à moi d'enchaîner. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a essayé un petit peu de ne pas faire, de supprimer l'estrade comme Fresnel a fait en son temps, mais voilà, la disposition de la salle n'est pas la plus adéquate pour une table ronde à mon avis, mais je vais quand même essayer de faire ce qu'on m'a demandé. Mais toujours l'esprit critique, voilà, c'est l'idée. Moi, point de vue situé, donc je suis instite depuis 11 ans dans les quartiers populaires du 93. J'ai une particularité, je pense, dans mon parcours, c'est que j'ai fait mes études de sociologie en tôle. Et du coup, je me souviens particulièrement quand je suis arrivée dans la maison d'arrêt des femmes de Fresnes il y a 15 ans, il y a un gradé, un chef de l'administration pénitentiaire qui m'a dit « Ici, on va vous éduquer ». Et je me suis promis de jamais éduquer comme ça, vraiment. Ça consistait il y avait une ligne jaune dans la coursive et il fallait marcher le long de la ligne. Ensuite, il n'y avait pas le droit de mettre les mains dans les poches et puis de parler, évidemment. Donc moi, c'est ce que j'appelle du dressage et c'est vraiment le contre-modèle de ce que j'ai fait dans la production. Et donc, comme je fais partie du mouvement féministe et LGBT également, et que je trouve que dans ce congrès, comme dans le mouvement Freinet, il y a vraiment beaucoup d'hétéronormativité, et que ça me fait chier en fait, alors je vais commencer par là.
Désolée de casser l'ambiance. Alors, à chaque congrès, ça fait depuis 10 ans que je suis là dans le mouvement, j'ai écrit un encart dans chaque journal du congrès pour demander à ce qu'il y ait attention à la féminisation du langage. Bravo. Et cette année, les prémices sont là. Tout n'est pas féminisé, mais il y a une volonté dans le journal en tout cas. Et donc voilà, comme quoi c'est lent, mais à force de lutter, voilà, il y a quelques victoires de temps en temps. À mon grand regret, la revue s'appelle toujours Le Nouvel Éducateur. On est 80% de femmes dans ce mouvement. Cherchez les À partir de là, je vais poursuivre. Donc, je vais m'inscrire dans une pédagogie intersectionnelle, donc qui inclut la pédagogie féministe, antiraciste, antisexiste et anticlassiste. Pour les gens qui connaissent, on a fait un colloque sur l'intersectionnalité en fin d'année dans la région parisienne. Bon voilà, après moi tout ce que j'ai appris en gros c'est dans le féminisme et j'essaye d'appliquer ça à la pédagogie, enfin de faire ce transfert. C'est pas évident parce que il y a des injonctions sur le terrain, tout comme quand on veut démarrer, qu'on veut faire de la pédagogie freinée, quand on voit tous les collègues faire du tradi, on se dit bon, est-ce que je me sens de le faire ou pas. Pour la pédagogie féministe, c'était un petit peu pareil. Seule dans mon école, je faisais ce que je pouvais dans ma classe, évidemment, pour pas laisser passer sexisme, homophobie, etc. Mais j'arrivais pas à mobiliser l'équipe autour de ces questions, les familles, etc. Or, c'est la différence aujourd'hui, c'est que j'ai de la chance d'être dans l'école Marie Curie à Bobigny depuis 6 ans, où l'équipe s'est mobilisée sur ces questions et ça change tout, en fait, d'être seule ou de mobiliser une équipe entière. Donc voilà, c'est un peu de ça que je voulais parler. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que j'ai été amenée à rencontrer les pédagogies alternatives assez tôt, puisque, comme je disais, je sortais de prison et je voulais surtout pas enseigner de cette façon-là. Et j'avais pas envie donc de domestiquer, de pacifier ou de quoi que ce soit de cet ordre-là. J'étais bien là pour émanciper, c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de cette invitation et de parler de ce sujet aujourd'hui. Et ce que j'avais constaté, en fait, c'est que dans l'éducation occidentale ou dans l'éducation classique, il y avait vraiment une grande place accordée au cerveau, à l'intellect, et rien sur le corps et les affects, et vraiment, moi, ça m'a manqué. Et donc c'était, par exemple, l'intervention que j'ai faite à l'ESP avec Irène Pereira, avec qui je travaille autour de la pédagogie critique. Première question que je pose à 50 stagiaires, quelle est la place du corps dans vos pratiques? Silence total. Quelle est la place des affects? Même chose. Donc je pense que c'est vraiment des choses à mettre au cœur de nos pratiques, et que c'est aussi transversal dans toutes les disciplines. Je ne parle pas seulement de l'EPS quand je parle du corps, donc je parle vraiment dans toutes les dimensions. Et donc c'est ce que j'ai eu envie de développer. Donc je travaille sur l'éducation émotionnelle, l'éducation à la sexualité. Et voilà, je vais essayer de saupoudrer un peu tout ça. Et après, si vous avez des questions, on pourra approfondir ensemble, et aussi à partir de vos expériences et de vos témoignages. Voilà, parce que c'était l'idée de cette table ronde. Moi, je pense que, quand je suis arrivée dans le mouvement privé, ça a été un petit peu dur parce que j'entendais l'enfant, j'entendais méthode naturelle. Et quand on vient du mouvement féministe, c'est essentialiste et ça fait un peu flipper, quoi, de dire que les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, etc. Et que, bon, voilà, c'est biologisant et relou, à mon avis, de prendre ces catégories. Parce qu'à mon avis, l'enfant, c'est comme la femme, n'existe pas. Il y a des enfants, il y a des femmes, ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, à partir de là, je travaille. Bellotti, en fait, l'a montré déjà dans les années 70. Aujourd'hui, on fait tout un bordel sur la théorie du genre, mais en fait, ça a été prouvé dans les sciences de l'éducation et par les féministes il y a 50 ans que le conditionnement envers les petites filles les limite. Et moi, je parlais dans j'avais publié sur le corps d'amputation, parce que pour moi, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Quand on ne stimule pas certains neurones et qu'il n'y a pas d'activité motrice, et ben, en fait, ça fait qu'il va y avoir moins de capacité cérébrale à terme. Donc c'est vraiment une amputation des petites filles. Et pour contrer ça, en fait, donc je travaille à partir des stéréotypes de genre dans toutes les dimensions. Je sais pas, en littérature jeunesse, vous devez connaître un certain nombre d'ouvrages qui traitent de ces stéréotypes et qui permettent d'en prendre conscience. Puisque la première étape pour amener à l'émancipation, à mon avis, c'est la conscientisation, la prise de conscience de sa place et des oppressions qu'on vit et qu'on subit. Pour cela, j'utilise un petit peu la sociologie, puisque c'est ma formation, et donc l'éducation aux médias, les enquêtes de voisinage, etc. Et puis il y a des jeux, par exemple, comme le débat mouvant, où on appelle aussi la ligne des privilèges, c'est-à-dire que
En fait, c'était un exemple qu'on avait fait en Espagne au Congrès à Léon. C'est par exemple, on met une feuille ici avec papa, une feuille ici avec maman, une feuille ici avec les deux parents ou la famille. Et puis on va demander aux enfants, qui s'occupe, qui fait le ménage à la maison. Donc les enfants vont se déplacer vers maman, papa ou les deux. Et puis à partir de là, visuellement, du coup, ça permet de prendre conscience des inégalités. Voilà. Et donc il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut faire. Qu'est-ce que je fais aussi ? Je travaille beaucoup en maths, sciences et technologies pour justement éviter que les petites filles s'excluent, n'aiment pas les maths, etc. dès le départ. Donc il y a plein d'exercices, de débats à avoir là-dessus. Je vais passer sur l'histoire. L'histoire, c'est super important parce que l'histoire est celle toujours des vainqueurs. Et que moi, les livres d'histoire, déjà, je crois que j'ai appris ça dans le rap français en fait, puisque c'est ma culture, le hip-hop aussi à la base, que nos ancêtres ne sont pas tous des Gaulois. Et du coup, j'ai commencé à chercher sur internet et dans des livres d'histoire, et même au Skiren, il y a un bouquin qui s'appelle Enseigner l'esclavage, différents ouvrages en fait qui permettent de travailler sur l'histoire des femmes, l'histoire de l'immigration, toutes ces parties de l'histoire qui sont oubliées, qui ne sont pas dans nos manuels et qui concernent nos élèves et nous-mêmes d'ailleurs. Et il y a une sociologue, Fatima Kemilat, qui raconte très bien, qui parle d'épistémicide en fait, et les épistémicides, c'est toute une partie des sciences qui a été tuée, occultée en fait, parce qu'elle n'est pas occidentale. Voilà, donc il se trouve que dans un cursus universitaire, la plupart d'entre nous, d'entre vous, quand on étudie les auteurs, ce sont tous des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, pour la plupart. Et donc c'est intéressant d'aller voir dans les pays du Sud, il y a plein d'analyses aussi qui ont été faites par des femmes, par des gens, qui ont autant à nous apprendre à mon avis. Donc essayer de voir le point de vue situé, essayer d'utiliser ça un petit peu en classe, et de qui écrit l'histoire et comment c'est idéologique en fait, et ça participe à réifier ces trucs de nation. Enfin voilà, quand on voit Laurent Deutsch par exemple, ou des gens comme ça qui réécrivent l'histoire de France, avec une vision nationaliste dangereuse à mon avis, c'est à questionner. Voilà pour l'histoire. Et puis l'idée c'est aussi d'avoir des modèles, donc il y a plein de choses, mais avec les enfants on essaye d'avoir je ne sais pas si je vous demande, est-ce que vous connaissez une femme mathématicienne ? Oui. Laquelle ? Oui. Un nom, deux, ok. Pas mal. Vous voyez qu'il y a du boulot quand même. Marie Curie. Même chose pour les sciences, Marie Curie évidemment. Mais l'idée c'est aussi que ces femmes, ce ne soient pas l'exception dans le manuel où il y a toute une série d'hommes et une femme. L'idée c'est qu'il y en a plein en fait qui ont contribué aux sciences, il y a eu un prix Nobel il n'y a pas longtemps et tout ça, mais on ne le sait pas. Tout comme le foot féminin n'est pas à la télé alors que le foot masculin nous inonde. Voilà, il y a ces dimensions-là qui sont importantes. Notamment sur le sport aussi, très important de travailler sur l'historicité, puisque par exemple sur le foot, qui est dans le quartier populaire quelque chose de très important, qu'on ne peut pas ignorer à mon avis, le foot en fait aux États-Unis c'était plutôt un sport de filles. Contrairement au football américain, le soccer, voilà, et donc comment ça s'inscrit dans l'histoire l'histoire des talons, l'histoire des cheveux longs, tout ça c'était les hommes, l'histoire du rose aussi, le rose était la couleur des hommes auparavant, donc c'est vraiment intéressant de remonter dans l'histoire et de voir que tout ça s'est construit culturellement, et qu'ensuite, qu'est-ce qu'on en fait au niveau du pouvoir pour que les gens subissent quoi. Et donc essayer d'avoir des modèles c'est important parce que moi c'est quelque chose par exemple je savais pas que les lesbiennes existaient, je savais pas que les femmes sans enfants existaient, je savais pas que les femmes sans mari existaient, voilà, et du coup moi ça a participé à mon émancipation de rencontrer d'autres femmes et d'autres modèles vraiment. Et donc on essaye par les films aussi, on leur montre des œuvres un petit peu différentes quoi. Et voilà. Une autre chose, donc sur la féminisation, je vais vous faire une petite énigme, histoire que vous vous réveillez un petit peu, qui est pas mal que moi qui parle. Donc l'énigme est la suivante, un père et son fils sont en voiture. Survient un accident. Le père meurt sur le coup, quand le fils dans un état grave est amené à l'hôpital. Il doit être opéré d'urgence. Dans la salle d'opération, le chirurgien déclare « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Comment est-ce possible ? Je crois que c'est quand on dit celui qui est dans la salle d'opération, c'était le père dans la voiture et donc c'est le grand-père qui est le...
Non. Et le chirurgien est une femme, voilà. C'était juste pour montrer à quel point le langage peut invisibiliser voilà, les femmes. C'est toujours intéressant comme expérience. Ensuite, donc je parlais du corps, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, il me reste combien de temps 2-3 minutes. Bon, alors, très rapide. Donc on s'est rendu compte en CP, je suis dans une école élémentaire, que voilà, on a fait un petit parcours de motricité comme ça, avec un banc pas très haut du tout, où on demandait de faire un saut à pied. Et là on s'aperçoit que la plupart des filles s'arrêtent. Ils n'essayent même pas de franchir l'obstacle, en fait, ils disent je peux pas, je sais pas. Et donc avec ma collègue de CP, moi j'étais en CM, on a commencé à faire des ateliers de motricité en non-mixité, pour favoriser les apprentissages des petites filles. Et donc on avait pris 3 ou 4 critères comme lancer, attraper une balle, franchir un obstacle, voilà, 2-3 trucs comme ça. Et mes grands, mes élèves, tutoraient les petites, etc. Et donc cet atelier a changé plein de choses. Et après dans les jeux de cours et tout ça, on s'est aperçu que voilà, les filles investissaient beaucoup plus l'espace et que ça changeait un rapport de force, etc. Donc ça c'est une expérience parmi d'autres. Dans le Nouvel Éduc, j'ai publié aussi une expérience sur la boxe éducative. J'ai utilisé la boxe, le rugby et différents sports comme ça pour amener à plus d'audace et travailler la confiance en soi, etc. Donc pour tout le monde, hein, mais avec une attention particulière en termes de genre. Voilà, ensuite la partie artistique aussi c'est super important, théâtre d'improvisation, danse, slam, chant, voilà, favoriser l'expression. Travailler sur l'éducation émotionnelle parce qu'il y a beaucoup de garçons, je vais aller vite, mais qui sont dans la violence parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer autrement et donc on travaille voilà, sur l'éducation émotionnelle, comment faire quand on n'a pas les mots, etc. Donc par les activités artistiques. Ensuite, je sais pas, je reviendrai, où en gros c'est conscientisation, empowerment et après transformation, action sur le monde, quoi, les étapes. Et puis ce que je trouve, il y a quelques limites donc à l'action antisexiste, intersectionnelle, etc. C'est que sans les parents, sans les familles, on est limité. Si on ne travaille pas avec le périscolaire, c'est pareil, on est limité. Donc il y a plein de coordination, de communication à faire. Un exemple tout con, la dernière fois, on était à une animation sur le pain, je crois, et l'animateur ne cesse dans ses interactions de s'adresser aux 2-3 garçons qui monopolisent l'adulte. Et là, il y a une gamine de CM1 qui dit mais on est là, nous aussi, quoi. Pourquoi tu nous donnes pas la parole ?» Et du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces outils, les enfants se les approprient et voilà, ça change les rapports de domination, à mon avis. Si je peux m'arrêter là, et puis si vous avez de rebondir, à vous de jouer. Après, Yves. Oui, qui n'est pas non plus au sein de l'école moderne. Je suis ni prof, ni parent, je suis simplement ancien enfant. Là, je voulais apporter un point de vue un peu particulier et qui pour moi est un questionnement un peu de fond sur finalement vous, ce que sont vos pratiques en tant que prof ou instit, à travers cette notion de domination adulte. Notre société, elle est vraiment structurée fondamentalement par des exploitations, des dominations. Et on a tendance à reconnaître un certain nombre d'entre elles, hein, la domination patriarcale, la domination masculine des hommes sur les femmes, qui crée 2 classes d'êtres, et où les hommes s'approprient une grande partie des richesses matérielles et du travail des femmes. La structuration raciale de la société, pareil, il y a une sorte d'ordre blanc qui s'approprie la production des richesses. Il y a d'autres, il y a évidemment le système capitaliste qui fonctionne par classe sociale, etc. Il y a, à mon avis, c'est pas exhaustif, mais il y a aussi un système global de structuration agiste de la société, une structuration en fonction de classe d'âge, et qui notamment aboutit à une domination qui, à mon avis, est extrêmement violente
des adultes sur les enfants. Il y a aussi la question des personnes dites âgées, mais qui est encore une autre question. Mais notre société est tout entière fondée, entre autres, sur cette structuration agiste, où l'âge est déterminant et implique un statut et des différences de statut qui sont fondamentales. Et cet ordre agiste, il se transcrit avec notamment les statuts de mineur et de majeur. Le statut de mineur opérant en fait une privation pour ceux qui sont sous ce statut-là de l'ensemble des droits fondamentaux qui sont reconnus aux majeurs, des droits aussi fondamentaux que la liberté de circulation, la liberté de choisir avec qui on vit, la possibilité d'avoir une indépendance matérielle vis-à-vis d'autrui, la possibilité d'avoir simplement une vie privée, etc., etc. Enfin, des droits qui sont des droits fondamentaux, qui sont censés être des droits humains, qui sont reconnus pour l'ensemble des humains. C'est un système qui considère, et ça enfle de façon exponentielle, les mineurs, les enfants, comme étant en fait des humains inaboutis qui sont globalement des infirmes, des incapables, des irresponsables, des gens qui ne sont absolument pas aptes à mener leur barque, ni physiquement, ni mentalement, ni affectivement, etc., etc. Et qui, pour cette raison, doivent être menés, c'est-à-dire en fait éduqués, élevés jusqu'à la pleine humanité, et qui, pour cette raison, sont maintenus sous contrôle et sous surveillance constante, qui n'ont pas la responsabilité de leurs actes. Celle-ci est déléguée en général à leurs géniteurs ou à des éducateurs, qui eux sont responsables pour eux, et donc du coup, et notamment pénalement, etc., juridiquement, et qui du coup ont plein pouvoir, c'est pas tout à fait plein pouvoir, c'est des pouvoirs qui sont de plus en plus reniés, mais qui ont des grands pouvoirs de décider à la place des enfants de leur vie. Et dans la réalité quotidienne des enfants, ils se voient dépossédés de leur vie en permanence. La plupart du temps, ils ne peuvent pas décider souverainement des 5 minutes qui vont suivre. Leur vie leur est confisquée, alors donc par le statut mineur, mais aussi par des institutions comme la famille et comme l'école. Et ils sont en plus considérés comme des êtres à éduquer, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence soumis à contraintes éducatives, insérés dans des dispositifs éducatifs, alors notamment par la famille et par l'école. C'est un système qui est extrêmement violent. Il l'est d'un point de vue structurel, institutionnel et symbolique, parce que les enfants sont une classe qui est méprisée, de fait, les qualificatifs puérils, infantiles, etc., c'est des qualificatifs méprisants. C'est une classe d'êtres qui est privée de l'ensemble des privilèges auxquels les autres ont accès, et qui ont sans cesse sous le nez ce fait-là d'être exclus en fait, du vrai monde, qui est celui des adultes, qui sont les référents majeurs. Et puis, ils sont assignés à leur place d'enfant par la force, par la violence. Il y a une violence qui est extrême. Nos sociétés proclament qu'elles ont à cœur l'intérêt supérieur de l'enfant, que tout doit tourner autour de l'enfant, il doit être le centre de l'attention, etc. Mais dans la pratique, c'est la population qui est la plus vulnérabilisée dans notre société, et c'est celle qui souffre le plus des souffrances, des violences de notre société. Quand je parle les violences psychologiques, par exemple, il y a qu'à il y avait une étude de psychologie sociale qui montrait que 75% des interactions au sein des familles entre adultes et enfants étaient de l'ordre des ordres ou de la requête. Une version un peu euphémisée de l'ordre. C'est-à-dire que les enfants sont soumis à un contrôle constant et on leur demande en premier lieu une obéissance. Mais la violence, c'est une violence psychologique au sens où il y a un harcèlement psychologique constant. Il n'y a qu'à voir dans la rue ou un peu partout, dans les familles, dans les écoles, etc., comment les enfants sont traités, avec quel irrespect, etc. On parle de harcèlement psychologique, par exemple, depuis quelques années, maintenant c'est entré juridiquement en France, au sein des couples, mais ça concerne que les conjoints. Les enfants ne sont pas du tout concernés par les textes de loi qui ont été édictés.
Et en fait, ce sont eux qui sont le plus victimes de violences psychologiques de façon générale, qu'il s'agit d'humiliation, de dévalorisation, etc., ou de négation de ce qu'ils peuvent penser ou ressentir, etc. Les violences physiques, elles sont massives. Il y avait une enquête qui avait été faite auprès des parents il y a quelques années où il y avait 84% des parents qui disaient user de violences corporelles à l'encontre de leurs enfants. C'est quelque chose d'énorme. Il faut savoir qu'en France, il y a entre 400 et 700 enfants qui sont tués chaque année par leurs parents, c'est-à-dire 1 à 2 par jour, c'est-à-dire entre 3 et 6 fois plus qu'il n'y a de femmes tuées par leur conjoint. Et heureusement qu'on commence vraiment à parler des violences masculines dans le cadre des violences de genre, enfin de la domination masculine, mais il faudrait peut-être qu'on commence à parler de la violence parentale, qui est essentiellement masculine, à l'encontre des enfants. Et puis cette catégorie qui est censée être particulièrement protégée, en fait, elle est donc livrée pieds et poings liés par le statut de mineur et par l'institution familiale à ses géniteurs, et ça aboutit aussi à un taux de violence, d'abus sexuels et de violence sexuelle qui est sidérant. En France, on estime que c'est entre 5 et 10% des enfants qui sont victimes d'abus sexuels ou de violences sexuelles, principalement au sein des familles, principalement de la part des pères et des autres hommes de la famille. Il n'y a aucune institution dont on tolérerait le maintien avec un tel taux de violence s'il ne s'agissait pas d'enfants, ou éventuellement de femmes, parce que les femmes morflent pas mal aussi au sein de l'institution familiale. Et pourtant, les politiques sont systématiquement des politiques familialistes. On a donc une situation globale où les enfants se voient confisquer tout pouvoir sur leur vie, mais également pratiquement toute possibilité de fuir la domination qu'ils subissent, soit en tant que violence, c'est ce dont je viens de parler, soit en tant que contrainte, ils sont contraints en permanence à obéir, c'est-à-dire à s'aligner sur des intérêts et des désirs qui ne sont pas les leurs. On a une situation comme ça qui est généralisée et où donc la famille est un pilier fondamental, mais l'autre pilier c'est l'école. Qui va parfaire cet enfermement et ce verrouillage du temps du mineur, et non seulement de son temps, mais bien plus profond. Enfin, à travers son temps, c'est aussi ses centres d'intérêt, c'est ses activités, c'est sa vie dans sa généralité, en fait, qui est mise sous séquestre et qui est orientée à des fins qui ne sont pas les siennes. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que l'école, c'est une autre pièce maîtresse de ce système de confiscation de la vie de l'enfant. Et il me semble, je ne sais pas quel terme utiliser, mais extrêmement gênant de parler d'émancipation au sein de l'école sans questionner l'ordre global de domination adulte sur les enfants et le rôle de l'école dans cet ordre-là. Je ne dis pas que les pratiques émancipatrices au sein de l'école ne sont pas importantes, je pense qu'elles le sont, mais je pense qu'il y a à les considérer dans ce cadre plus général de confiscation de la vie de l'enfant. Et du coup, ça pose des questions dont je n'ai pas les réponses précises, mais sur qu'est-ce que c'est qu'une émancipation dans un cadre d'une domination aussi fondamentale. Notamment l'école, qu'est-ce que c'est pour un enfant? C'est une activité obligatoire, contrainte, dont il ne détermine quasiment aucune des caractéristiques. C'est-à-dire que le lieu, en général, c'est pas de son ressort. Les horaires, c'est pas de son ressort. Qui va être en situation de diriger ses activités, c'est-à-dire de le dominer pendant tout le temps scolaire, c'est-à-dire son institut, son prof, etc. C'est pas de son ressort. Même son environnement, les autres membres de sa classe, etc. C'est quelque chose qui lui est imposé, sur lequel il ne peut pas agir, etc. Évidemment, les matières, etc. Et tout ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le cadre scolaire lui-même qui est une contrainte qui ne serait pas acceptable par quiconque si elle était imposée de la même manière, quiconque, je veux dire, majeur.
c'est parce que ce sont des enfants que ça passe comme que c'est banalisé et que ça passe comme quelque chose d'acceptable. Il y a eu des mouvements, moi j'ai pas mal travaillé sur les mouvements de libération de l'enfance, les mouvements des mineurs eux-mêmes contre l'ordre adulte. Ce sont des mouvements qui sont peu connus, évidemment, ils ont été vaincus, ce ne sont pas les vainqueurs dans l'histoire, ils sont passés sous silence, et y compris par exemple des luttes qui ont eu lieu dans les années 70 en France, maintenant plus personne n'en a le souvenir. Il y a eu des luttes qui ont été vraiment très, très intéressantes, qui ont produit, en plus il y a eu des mineurs qui ont produit de la théorie, par exemple la critique de la notion même d'éducation comme étant un rapport de domination en soi, où il y en a un qui s'arroge une place d'éducateur, qui s'arroge le fait d'avoir un projet sur l'autre. Et bien, il y a des mineurs qui ont écrit des textes qui sont brillants d'intelligence sur cette question-là, et qui sont des textes qui disent il faut arrêter de connoter positivement cette notion d'éducation. C'est un abus de pouvoir, et il faut passer à d'autres types de rapports entre adultes et enfants que ces types de rapports-là, où un éducateur essaye d'amener l'autre à réaliser ses caprices en fait d'éducateur, que ce soit par la contrainte, que ce soit par le bâton ou par la carotte, etc. Je vais organiser des ateliers où je donnerai aussi à lire des textes de ces mineurs, parce qu'ils valent le coup. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu, dans les luttes des mineurs, il y a eu énormément de luttes contre l'école, entre autres. C'est Agnès Tiercé, qui est une historienne, qui disait qu'au XIXe siècle, il y a eu plus de 200 luttes vraiment qui ont pu être extrêmement violentes contre l'enfermement scolaire. Il y a eu des lycées qui ont été carrément détruits en France. Elle parle de la France uniquement. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des luttes des mineurs qui disaient clairement, par exemple, en Allemagne, dans les années 2000, il y avait des mineurs qui se mettaient avec des banderoles devant la porte des écoles avec une banderole qui mettait marqué « Bienvenue en prison ». Et effectivement, c'est un lieu de contrainte. Les enfants ne peuvent pas décider de s'ils vont y aller ou pas, de ce qu'ils vont y faire ou pas, etc. etc. Il y a des enfants qui parlent de prison à mi-temps par rapport aux écoles, etc. Donc je pense qu'il faut être conscient de ça. Et quand on parle d'émancipation dans un cadre qui est un cadre contraint à ce point-là, je pense que c'est à peu près de la même façon que quand on parle d'émancipation, par exemple, dans la prison, ou quand on parle d'émancipation au sein des unités psychiatriques, etc. Et non pas pour dire que c'est pas possible, effectivement, il y a des pratiques qui sont plus émancipatoires, émancipatrices que d'autres, mais simplement qu'il faut, je pense, être conscient du cadre global dans lequel on opère. Et que par ailleurs, je pense aussi qu'une émancipation des enfants qui ne passe que par un seul canal, avec une critique qui n'est effectuée que dans un des seuls canaux par lesquels opère la domination, c'est-à-dire là, ici, l'école, c'est quelque chose qui est condamné à être évidemment partiel et je pense relativement récupérable. Et il me semble que la pédagogie freinée, elle est effectivement porteuse d'une charge subversive et de renversement des conditions existantes, notamment dans les rapports adultes-enfants, mais en même temps, je trouve qu'il est sous-exploité. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a une nécessité éthique et politique de solidarisation avec les jeunes qui sont encasernés dans le statut de mineur, et que cette solidarisation de la part des adultes, des majeurs, elle se fait très peu, extrêmement rarement, et que notamment elle devrait passer par une critique de l'ordre adulte en général, c'est-à-dire aussi de la mainmise familiale sur la vie des enfants, de l'appropriation familiale des enfants, et de cette privation de droits généralisée qu'institue le statut de mineur. 2-3 minutes. Oui, bon, en même temps, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. J'imagine que ce que je dis peut heurter relativement. Enfin... mais je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental, au moins à se poser comme question. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais la question, elle se pose bel et bien. Est-ce qu'il y a une domination adulte, un ordre adulte qui s'impose de façon extrêmement contraignante et violente aux enfants, au même type et même peut-être de façon pire qu'il y
a un ordre de domination masculine qui s'impose aux femmes, par exemple. Et quelle est la place de l'école, y compris d'une école avec des pédagogies émancipatrices, dans ce maillage de domination, dans ce système global de domination. Voilà, c'était ce que je voulais avancer. Quoi, bon. On va passer la parole à la salle. Je voulais juste quand même dire quelque chose par rapport au nouvel éducateur et non à la nouvelle éducatrice. En lisant les textes de Freinet, on ne voit jamais féminin. Quelque chose que oui, c'est normal, voilà. Donc, ça n'empêche pas de changer, voilà, c'est il y a 100 ans. Voilà, c'était juste une info. Et pourtant, voilà. Mais c'est juste une info, hein. Je sais bien, mais même tout est au masculin. Mais c'est ça qu'il s'agit de briser aujourd'hui, cette domination par le langage. Mais pourquoi on ne peut pas remettre en question, tu vois, Freinet, c'est pas un maître. On laisse la parole à la salle. Oui. On laisse la parole à la salle. Est-ce que ça vous va? Vous passez le micro, je donne à la première personne, et puis ensuite vous êtes vigilants et vous passez le micro entre vous. Si, parce que voilà, je vais rester assise. Bonjour. Moi, je suis un peu coincée parce que, effectivement, cette domination, on sait qu'elle est présente. Et quand on parle, en fait, de domination... Quelle domination? Voilà. Alors, moi, je vais parler de la partie éducative, éducation nationale. Et quand on fait le choix de l'éducation populaire, on fait le choix de rentrer au sein de l'éducation nationale. Et on sait très bien que c'est une domination à la fois politique, sociologique, et qui est là pour reproduire en fait des choses qui vont arranger. Et donc, même en étant frénétique quelque part, on reproduit cette domination, ne serait-ce que par, effectivement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, tout ce qui est espace, temps, l'histoire de non-choix en fait, de ces horaires-là, d'être tenu à un emploi du temps en lien, par exemple, avec l'État, avec le périscolaire, avec tout ça. Et du coup, c'est vraiment un dilemme, quoi, parce que les écoles libres, on sort du champ, et pourtant, effectivement, on est sur une vraie liberté de choix. Donc voilà, moi ça me questionne en tout cas. Moi, j'avais une remarque à faire, quelque chose qui m'a frappée là, dans le discours, dans ce qu'a développé Yves. Là. C'est la correspondance terrible qui existe entre, alors on sort un peu du champ de l'éducation freinée, mais entre ce que vous avez décrit des enfants et des âgés. On peut appliquer exactement la même chose à l'âge de l'enfance et à l'âge âgé. À partir de 65 ans, on commence bien à se rendre compte qu'on commence un peu être disqualifié subtilement et de plus en plus violemment. Et moi, je me dis qu'il faudrait vraiment réfléchir à quelque chose qui serait de l'ordre d'émancipation de la société, quoi, mais vraiment dans des choses multi-âges. Alors, je sais bien qu'ici, c'est pas forcément le lieu, mais c'est vraiment la réflexion qui me vient et que j'ai envie et créer vraiment des rencontres et voilà. Et moi, avec la discipline, la formation que j'ai faite là, de thérapeute d'intervenante en thérapie sociale, c'est vraiment ça, créer la rencontre et tout, et justement essayer d'effacer justement ces malentendus ou ces non-connaissances que les uns ont des autres, quoi. Les uns envers les autres, quoi. Non, c'est
On garde le micro, s'il vous plaît, pour parler. Alors moi, c'est un peu une question par rapport à des choses que vous avez dites et à des choses que Audrey a décrit qu'elle faisait dans sa classe ou dans l'école plus généralement. Donc, tu as parlé d'un travail de conscientisation. Et moi, la question que je me pose, qui à mon avis n'est pas tout à fait nouvelle, c'est la place de ce qu'ils vivent. Est-ce qu'on essaye, nous, au sein d'un mouvement comme celui-là, de leur faire vivre et le poids que ça a dans ce qu'ils se construisent, dans ce qu'ils deviennent et dans ce qu'eux vont pouvoir... Voilà, parce que tu parlais de... je sais pas, j'imagine que quand on fait homme-femme, les deux, là, sur le ménage, on voit des choses, mais dans nos classes, évidemment que tout le monde passe le balai. Alors, voilà, la place de ça... bon, alors peut-être pas évidemment. Bon, ok. Mais non, mais c'est ça. Est-ce que du coup, on est trop empreint sans s'en rendre compte de tous ces mécanismes qui reproduisent des inégalités, donc même avec la meilleure volonté du monde, on les reproduit, ou est-ce que de toute façon, ça pèse pas lourd? Voilà, c'est un peu la question de quelle place on donne à ça. Merci pour vos deux démonstrations, Audrey et Monsieur Yves, je crois. Voilà, moi je m'appelle Nadine. D'accord, je suis éducatrice de jeunes enfants. Je voulais juste dire par rapport à la domination et aux contraintes dont vous parliez et dont on se rend compte par rapport aux intentions et même aux convictions que nous pourrions avoir et dans l'exercice de nos relations avec les enfants, combien parfois on peut être dominé. Moi, j'ai envie de dire que ce qui me paraît intéressant, en tout cas pour ma part, dans mon expérience, c'est de distinguer ce qui nous domine. Tout d'abord, nous, pour nous émanciper, afin de ne pas dominer à notre tour. Parce que finalement, la domination, c'est aussi un principe, une chaîne, un peu comme la violence. Quelque chose qu'on subit et qu'on reproduit de façon insinueuse. Donc c'est toujours intéressant aussi, vous avez fait une démonstration de conscientisation, j'ai envie de dire, mais c'est toujours intéressant, chacun de nous, là où nous sommes, de pouvoir identifier ce qui nous domine. Parce que ça dégage aussi un espace d'émancipation peut-être important, et ça évite justement la domination à son tour dans les rapports avec les enfants. Et j'en ai pour exemple dans le lieu où je travaille en Gâtine, qui est une maison de l'enfance, et où j'observe par exemple les collègues personnels du périscolaire, qui parfois sont des personnes qui sont aussi des ATSEM, ou qui ont travaillé sur le temps de cantine, et quand arrive le soir, elles sont dominées par tout un tas de choses, donc à leur tour, elles dominent dans leur relation aux enfants. Et effectivement, on peut être témoin de violences, douces violences et violences brutales. Donc c'est aussi pouvoir aider à la domination, à l'identification de ces dominations, pour pouvoir ne pas reproduire parce que c'est contagieux. Voilà, je voulais juste dire. Là et après derrière. Bonjour. D'abord, je voudrais appuyer la motion pour essayer d'avoir un langage épicène au sein de ce mouvement. Je pense que c'est important que le mouvement Freinet soit un petit peu leader là-dedans. Enfin, en France, il y a un petit peu cette notion d'acception française de maintenir des choses parce qu'il y a l'histoire, par exemple, le terme de droit de l'homme qui se maintient parce que c'est la Révolution française et donc, du coup, on ne peut pas le changer. Et je pense que dans l'éducation et dans le mouvement Freinet, j'espère que ce serait le lieu idéal pour avoir ce genre de discussion. Je voudrais rebondir sur un thème, le thème du corps. C'est vrai que souvent, on a tendance à séparer le savoir intellectuel, et souvent on parle beaucoup de l'émancipation à travers les savoirs didactiques, les savoirs académiques. Et je pense que, notamment dans le combat féministe, l'espace du corps est très important. Le corps comme un espace de construction de savoir aussi. Et j'ai fait un petit peu une recherche là-dessus dans le mouvement Freinet. Et souvent, quand on parle du corps, on parle du sport, qui est un lugar, effectivement, un lieu très important où
le corps intervient, mais je pense que le corps doit intervenir un peu dans tous nos apprentissages en fait. À tout moment à l'école, le corps est présent, le corps des enfants, et je pense que c'est un instrument qui pourrait nous aider justement dans ce combat pour l'émancipation. Donc je voudrais savoir si vous avez si tu as fait du travail là-dessus dans ta classe, s'il y a des idées pour justement remettre le corps aussi au centre de ce débat sur l'émancipation. Peut-être qu'Audrey, tu peux répondre et après la parole à... Voilà. Les deux. Oui, par rapport au corps, moi aussi j'essaie quand j'anime des ateliers, j'intitule souvent corps, sport et genre, tu vois, parce que l'idée c'est évidemment de ne pas limiter à l'activité physique et sportive, mais à quel moment les élèves ont le droit de circuler dans la classe, qui, en fonction de quoi, déjà c'est important. Puis il y a eu des choses, par exemple, moi les enfants me disaient souvent, parce que j'étais en mi-temps hebdo, donc j'avais un binôme, et on me disait mais avec l'autre on fait que gratter. Et donc ça m'interrogeait, que gratter, quoi, c'est ça. Et donc ils bougeaient pas, enfin voilà, ils étaient dans ce dressage justement que j'avais envie de combattre, de rester assis sur une chaise toute la journée. Or moi-même, depuis que je fais de la pédagogie active, par exemple, des fois je vais à des conférences et tout, et au bout d'une heure, j'ai envie de bouger, en fait je peux plus, quoi. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, je crois que maintenant les femmes font plus d'études supérieures, ou je sais plus où on en est au niveau des statistiques, en tout cas des gros diplômes, etc. Et pour autant, elles ne vont pas s'en servir parce qu'elles vont être femmes au foyer. Enfin, ça arrive vraiment beaucoup encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose, donc elles vont renoncer à ça. Parce que justement, dans le corps, y a quelque chose, l'appropriation du corps des femmes, c'est donc notamment pour la reproduction, mais aussi donc, dans les tâches ménagères, etc. En fait, le corps, il ne leur appartient pas, quoi. Et donc, il ne nous appartenait pas. Et donc c'est ça l'idée de la réappropriation. Et par exemple, moi j'étais une bonne élève et tout à l'école, etc. Mais j'aurais pu être asservie voilà, de la même façon que d'autres si j'avais pas rencontré le féminisme et si j'avais pas cassé une planche à un moment donné dans un stage d'autodéfense. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Il y a un déclic qui se produit. Et moi ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est d'inscrire la liberté dans le corps des filles, des trans, des PD et tous les enfants que j'ai à ma charge, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire, par exemple, la dernière fois en classe verte, une gamine qui lâche ses cheveux comme ça, qui détache ses cheveux et qui me dit ouah, c'est la liberté ici maîtresse. C'est la première fois qu'elle détache ses cheveux, elle a 9 ans et demi. Bon voilà, c'est des choses comme ça. Quand je parle du corps, c'est toutes ces dimensions-là en fait. On a aussi introduit à l'école la méditation un petit peu et la relaxation et tout ça, c'est aussi des dimensions voilà, à explorer parce que la boxe et le rugby c'est une chose, mais voilà, il y a aussi d'autres aptitudes à travailler. Et puis ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque jour, dans la classe, il y a toujours du théâtre ou du sport ou quelque chose où le corps va être vraiment en jeu, quoi. Et c'est important à mon avis. Mais voilà, je pense que beaucoup d'entre vous le font également. Alors, je ne sais pas s'il y a des partages d'expérience, des déclics aussi. Voilà, moi j'avais une enfant, je me souviens, Inde, qu'on m'avait présentée comme psychotique. J'étais débutante en CM2 et il n'y avait rien à faire. Elle frappait tout le monde, elle hurlait. Moi, je lui disais de ranger ses affaires. Elle me disait, je fais ce que je veux. Enfin, vous voyez, ce genre de résistance-là. Et c'était vraiment dans son corps. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle Dambe. Dambe, ça veut dire dignité en bambara. C'est une boxeuse, Aya Sissoko, qui a écrit ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai l'impression aussi. En tant que lesbienne, à un moment donné, il y a quelque chose qui a résisté dans mon corps et qui a fait que voilà, je pouvais pas rentrer dans la norme, etc. Il y avait quelque chose qui débordait en moi. Et c'est pour ça que j'écris et que je fais des trucs voilà, pour m'exprimer. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la dignité, en fait, qui est à l'intérieur. Et notamment, chez les enfants des classes populaires, si vous avez eu à maîtriser, comme certaines et certains d'entre nous, certains enfants, des fois 7-8 ans, impossible de les maîtriser. Il y a une énergie, une puissance dans le corps. Et c'est ça que l'éducation, justement, va essayer de contraindre et de dresser par la suite. Et c'est là où nous, on a un rôle à jouer en termes de subversion, même si on est dans le système d'éducation nationale, comment on peut faire pour trouver des failles et rendre cette puissance aux dominés. Alors, il y avait là, ensuite ici, et ensuite. Et après. Alors, déjà, je voulais remercier parce que du coup, ça me fait réfléchir à les interventions. Voilà, je voulais vous remercier parce que donc, ça m'a pas mal fait réfléchir, vos interventions, et donc je vois beaucoup de pistes à long terme parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail sur toutes ces questions. Et là, au premier abord, je me pose la question, en fait, notamment par rapport à la place de l'adulte, dans le cadre de, notamment
du conseil de coopération. Puisque en fait, j'ai assisté à un atelier où justement, ce qui était mis en évidence, ce qui m'a paru important, c'est que l'adulte est l'avant de la sécurité, par son statut peut-être dominant en fait finalement, donc il y a du conseil de coopération, la sécurité entre les enfants, de la violence qu'il pourrait y avoir entre les enfants. Et donc c'est un peu de question en fait sur ça, parce que on reste quand même dans le cadre, on crée un cadre qui est censé sécuriser l'enfant. Voilà. Et en fait, ceci se fait parce qu'on est adulte et qu'on a plus de droits qu'eux. En fait, du coup, ça me fait réfléchir, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. Et parallèlement, le fait aussi, dans le cadre de pédagogie freinée, de se mettre en retrait en tant qu'adulte, de laisser la classe vivre, ça pose aussi toutes les questions de reproduction des dominations qui sont dans la société, que les enfants ont bien intégrées déjà aussi, et qui s'expriment en fait dans la classe. Moi je pense à mes élèves qui prennent la parole, et si je regarde en fin d'année qui a pris la parole, je constate que c'est essentiellement des garçons, que les filles sont très en retrait. Alors ça m'arrive de leur faire remarquer, ça ne change pas, parce que je leur ai fait remarquer. Il faut un travail plus de fond, évidemment. Et du coup, je me disais que ce serait bien que c'est une piste vraiment à travailler, et que peut-être au prochain congrès, quelques ateliers sur les pratiques, on peut mettre en œuvre vraiment quelque chose de pratique. Quoi. Voilà, on pourrait échanger. Et peut-être même plus qu'un, parce que c'est toujours difficile d'assister aux ateliers, je pense qu'il y aurait beaucoup de demandes. Voilà. Ouais, juste pour répondre, donc j'avais pas prévu de faire l'atelier, c'est juste une info, c'est pour dire que dans le mouvement de la pédagogie critique, dans lequel je travaille avec Irène Pereira et d'autres gens, du coup il y aura un atelier de pédagogie féministe à Paris le 23 septembre que j'anime. Et voilà, c'est gratuit, ouvert à tout le monde, à la Bourse du Travail à République, je pense, mais à confirmer. Mais si vous tapez pédagogie critique 23 septembre, voilà, vous devriez trouver, parce que j'ai pas la com là tout de suite. Et l'autre chose, c'est pour dire aussi que je organise depuis 5 ans des rencontres de pédagogie féministe en non-mixité. Voilà, ça a lieu début juillet, et s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à venir me voir par la suite. Très rapidement. Et ça m'a fait penser que hier, il y a une copine qui a assisté à un atelier sur la coéducation et qui disait ça me pose problème ces histoires de coéducation parce que ça invisibilise le fait que c'est deux groupes dominants sur les enfants qui discutent entre eux et que ce truc-là, de la domination, encore une fois, de la domination adulte sur l'enfant, il n'est pas abordé. On parle de la coéducation uniquement sous un angle positif et pas du tout sous un angle de verrouillage encore un peu plus des possibilités de l'enfant d'échapper à l'ordre adulte. On laisse la parole à Charlotte, ensuite on revient sur les tours de parole, vous retenez bien ce que vous voulez dire. Parce qu'il y avait d'abord le monsieur, ensuite ici, ensuite vous, et ensuite vous. Ok? Oui, c'est bon, j'ai retenu. En 2 mots sur la question, moi je serais bien revenue 3 secondes sur la question de la domination enfant-adulte. En fait, je suis assez sensible à ces questions, mais j'ai envie de te répondre, c'est quoi l'alternative? Parce qu'il n'y a pas de statut de mineur, ça veut dire qu'à 3 ans on décide de ce qu'on fait, ou à 4, ou à 5, ou à 6, ou à 7. Donc la question se pose vraiment, je sais pas, quelqu'un comme Marx par exemple n'était pas opposé au travail des enfants, et globalement je trouve pas qu'effectivement ce soit choquant de dire qu'un enfant il puisse travailler. Il y a des mouvements d'enfants travailleurs qui exigent des droits, simplement, c'est pas le problème, c'est pas forcément de travailler, mais plutôt d'être exploité. Et on pourrait éventuellement aller dans ce sens-là, de dire, bon, ok, ce contre quoi il faudrait lutter, ce serait l'exploitation, et l'exploitation de tous, pas seulement des enfants. Et puis peut-être qu'effectivement, un enfant, en tout cas un statut encore mineur pour certaines raisons psychologiques qui ne sont pas non plus aberrantes, encore une fois, qu'un enfant de 4 ans décide de tout ce qu'il fait, non, ça me paraît pas une bonne idée. Mais en même temps qu'à partir d'un certain âge, on puisse travailler, je sais pas, 11 ans, 12 ans, pourquoi pas. Et après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est dire que l'école c'est une prison, c'est bien gentil. C'est vrai que les enfants ils décident pas de beaucoup de choses. Alors peut-être la réflexion à mener, ce serait dans quelle mesure est-ce qu'ils pourraient décider de plus de choses, ok, si on veut. Mais après, je pense que c'est complètement abstrait de dire on va fermer les écoles, au sens où ça aurait pu avoir un sens éventuellement dans un autre monde social. Dans un monde social où les enfants ils pourraient
pourrait apprendre des trucs justement dans le travail, dans l'artisanat, etc. Si on construit sa maison, qu'on cultive ses légumes ou qu'on apprend des trucs comme ça, là on apprend des choses qu'effectivement qui peuvent être alternatives à l'école. Mais regardez les villes dans lesquelles on vit, on peut pas y grandir et apprendre suffisamment de choses si on reste juste dans la rue, quoi. Il y a un moment, il faut regarder la société dans laquelle on est, les lieux où les gens vivent, où ils habitent, où ils travaillent. Enfin, c'est pas la ville du XVIIIe siècle, quoi, où effectivement on pouvait s'éduquer, même apprendre à lire. Enfin, vous le savez, hein, l'école, elle a été fondée aussi comme alternative à l'éducation qui se passait dans les usines, à l'éducation ouvrière. Aujourd'hui, non, on va pas apprendre à lire dans l'usine et on va pas apprendre un métier en regardant les voisins faire dans la rue parce qu'il n'y a pas des ateliers ouverts dans la rue. Donc je pense que c'est un peu abstrait en fait comme question. Et ensuite, violence sur les enfants. Merci beaucoup. Moi, ce serait plutôt pour une rubrique conseil de lecture, parce que vous avez parlé de livres que j'ai pas forcément pu noter. C'est plutôt des questions pour Charlotte et Audrey. Notamment, j'ai entendu un livre sur le sexisme en maternelle. J'ai pas entendu le titre. Ouais. Alors, c'était pas sur le sexisme, c'était sur la façon dont, dès la maternelle, il y a des jugements essentialisants et humiliants, quoi, de jugements sur la valeur des enfants et dans, toi t'es débile, toi t'as des problèmes de comportement fondamentaux. Et en fait, je me souviens pas du titre, mais c'est à la dispute, aux éditions de La Dispute. Donc si tu cherches La Dispute maternelle ou si tu regardes leur catalogue rapidement, tu vas trouver. C'est paru l'année dernière, je crois. Je dirais à la louche, il y a un an et demi, s'il y a personne qui l'a. C'est un truc sur les jugements essentialisants dès la maternelle. Une espèce de prolongation de travaux pour Dieu, si tu veux, pour dire en fait c'est pas l'école primaire, c'est pas des notes, etc. C'est encore avant. C'est encore avec des filles qui font la sieste. D'accord. Et sinon, les deux autres thèmes que je trouve intéressants, c'était, comme vous avez dit, comment enseigner la sociologie à l'école. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'essaye un peu de le faire par le biais de l'histoire, la révolution industrielle, les riches, les pauvres, tout ça. Et aussi l'histoire. Alors vous avez dit à un moment l'histoire des femmes. Alors ça peut être un thème qui serait les femmes dans l'histoire, mais aussi comment enseigner l'histoire à chaque fois avec un prisme qui serait féministe ou... Donc voilà, plutôt sur ces deux thèmes, la sociologie à l'école et les femmes dans l'histoire. Voilà. Vous avez des conseils? On laisse la parole et puis on va... Alors, moi c'est pour Yves une question. Lorsque vous avez soulevé ce rapport d'adultes, de mineurs et de majeurs, vous avez cité aussi des pourcentages. Ça m'a un peu choqué parce que je me suis dit que, évidemment, l'éducation, dans le sens étymologique des choses, c'est d'élever, de grandir, etc. C'est un besoin naturel. Et pourquoi la question, c'est que, par exemple, ici, au Nord, il faut peut-être globaliser. Je me suis dit que si l'enfant est enfant, après c'est l'adulte qui est là et l'école qui vient soutenir cette domination. Après, qu'est-ce qui se passe? L'adulte devient l'enfant et l'enfant devient l'adulte, d'où les résultats que vous avez donnés. Et au Sud, je pense que c'est un peu inversé. Nous n'avons pas, par exemple, franchement, je ne peux pas citer, par exemple, le pourcentage que vous avez donné au rapport des parents qui tuent leurs enfants, des enfants qui tuent leurs parents. Chez nous, c'est à peu près, je pense que c'est un peu l'inverse. Plus que les exemples qui ont été donnés, parce qu'on n'a pas de pourcentage ni rien, ni de recherche dessus, mais c'est surtout l'enfant qui vient détruire son père ou sa mère. Alors, quelle est la place de l'école dans tout cela, ou comment essayer, en parlant de la pédagogie freinée, et dans le sens philosophique sur lequel les baptisés sont baptisés toute cette théorie avec ses techniques, etc., en quelque sorte, dire qu'il y a là une responsabilité de la pédagogie freinée dans tout ce qui se fait dans le phénomène de l'éducation. Y a-t-il vraiment cette responsabilité? Merci. Et le micro par ici.
Il n'est pas allumé, non, allume-le. Voilà. Alors, je l'avais. Donc, je voulais juste dire une chose très simple. Quand on parle aux enfants, c'est très simple de toujours tout donner au masculin et au féminin. Comme quand on écrit au tableau, de mettre un point et un E après. Et ils prennent vraiment l'habitude de penser que oui, l'autre existe aussi. Je voudrais juste témoigner d'un atelier où j'étais hier après-midi, quoi de neuf en maternelle. Enfin, vous savez tous le quoi de neuf en classe de maternelle. Moi, je suis en collège, donc je découvre un peu aussi. Donc, j'ai posé la question s'il y avait le sentiment qu'il y avait plus de garçons qui intervenaient. Et ça a été un vrai flop, cette question. C'était tout à dire, il n'y a aucun souci, garçon, fille, aucun problème. Donc, j'ai pas voulu en lancer. On le dénie la première. D'accord. Et j'ai demandé du coup aussi si les élèves qui n'interviennent pas, comment ils essayent de les... Enfin, c'est des choses mais ça va descendre. Comment ils faisaient pour essayer peut-être de les mobiliser pour qu'ils puissent aussi venir intervenir. Et c'est pareil, la réponse a été il n'y a pas de souci, on n'arrête pas de venir, ils font comme ils veulent. Donc je rebondis sur ce que tu disais, c'est ça, sur, Charlotte, sur le fait qu'il n'y ait pas de questionnement du tout sur le conditionnement social, le fait qu'on n'intervienne pas. Et alors, à quel moment on impulse ça chez les collègues? Parce que ça vient quand même vachement... nos pères, eux-mêmes, vont nous bloquer dans nos motivations. Et ça, c'est... Enfin, moi, je pense que la féministe en salle des profs, c'est... Donc, j'essaye d'être un peu cool dans la façon dont je vais en parler, mais il y a des choses qui choquent. Donc, comment on n'intervient pas? Et comment on ne se met pas tout le monde à dos? Enfin, ça revient aussi à ce que tu disais quand tu étais dans un... Audrey, quand tu étais dans un établissement où tu avais personne qui était là pour t'aider dans tes... Et juste, donc pour finir là-dessus, il y avait 3 hommes dans la salle, que des femmes, les garçons ont autant intervenu que les nanas en bilan. Et ça, pareil, personne ne le voit, quoi. Donc à quel moment... Voilà. Donc on a 4 prises de parole au fond, ensuite ici, ensuite ici, ensuite ici, et puis après on finira à 35 parce qu'on a commencé à 5. Il y a monsieur au fond et puis... Ouais, je vais être rapide parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais parler 2 remarques et un étonnement. Une remarque, une école qui ne serait pas une prison, ça pourrait être une école où les enfants sont libres d'aller en cours ou non. Ça existe à Semery et puis dans d'autres écoles. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que les écoles soient des lieux qui accueillent les enfants, où ils ont des expériences de socialisation avec d'autres enfants, avec un grand terrain d'aventure, avec une salle où on peut faire un mécanique, du travail du bois, tout ce qu'on voudra. Et puis, les cours. On va en cours si on veut. Ça fonctionne bien et il y a de bons résultats au bout. Ça serait peut-être une possibilité. Mais ça, il faudrait que la société fasse plus de place aux enfants. Parce qu'il n'y a pas non plus de terrain, il n'y a pas de terrain pour les enfants. Il y a toujours des parkings qui sont construits, je vois dans la commune au nord de Strasbourg. C'est terrible ce qui arrive. Ça, c'est la domination. La deuxième remarque, c'est par rapport à la violence des hommes sur les enfants. Il y a une violence des femmes qui peut être aussi extrêmement destructrice. Moi, je pense comme ça à certains élèves que j'ai eus dans mes classes, notamment en CM. Les garçons, je vois encore un garçon de CM2, j'apprends à un moment donné, je ne sais plus comment, qui dort dans le lit de sa mère. J'invite cette femme à venir discuter. Gentiment, je lui dis, il a un endroit pour travailler, comment ça se passe? Ah ben non, mais vous n'avez pas une pièce pour lui. Ah ben si, mais il faudrait la repeindre, elle n'est pas en état, ça faisait 1 an qu'ils avaient emménagé dans le nouvel appart. Et c'était pas possible. Cette femme, elle ne voyait pas le problème. Évidemment, son fils, il déchiffrait à peine en CM2. Évidemment, il y a des liens. Après, l'étonnement, c'est sur ce que tu as dit, Yves, sur le nombre d'enfants tués chaque année, 500 à 700. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste des statistiques judiciaires, mais en gros, il y a 1 millier d'homicides en France en tout. Donc je suis étonné, ouais, à peu près en France, il y a 1 millier d'homicides chaque année. Donc je suis étonné, si tu veux, qu'il y ait entre 500 et 700 meurtres d'enfants. Je pense que l'infanticide ne fait plus partie des catégories pénales. Donc dans les statistiques, je ne sais pas comment c'est compté. Je voudrais juste savoir la source. Tu ne peux pas se dire... À chercher, alors. Ouais, j'ai lu aussi ces chiffres. Ces chiffres aussi. Je les ai lus il n'y a pas longtemps, j'ai lu ces ici. Moi, je voulais juste compléter ce que je disais tout à l'heure, parce que moi, je suis prof en collège, et c'est vrai que sur toutes ces questions de domination, moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup au quotidien dans ma vie personnelle et privée, mais aussi dans mon travail. Après, je commence, donc je ne sais pas trop encore comment ça se met en place.
Et je rejoins ce que tu disais par rapport au fait qu'on ne se sent pas forcément soutenu par les collègues. En collège, on a une matière, voilà, c'est 1 heure ou 2 heures. Bon, moi, je suis de lettres, donc j'ai plus d'heures avec les enfants. Et en fait, c'est très frustrant. J'en parlais avec une collègue PET aussi, de ne pas les avoir toute la journée. Et une fois qu'on sort de la classe, ils appartiennent à un autre espace dirigé par un autre adulte et qui a ses propres règles, etc. Et donc, je sais pas, enfin, moi, je débute aussi en pédagogie freinée, mais donc, je sais pas, enfin, comment est-ce que, je sais pas si il y a d'autres personnes ici qui sont en secondaire, comment est-ce qu'on réfléchit à ça en équipe et comment est-ce que ça peut s'inscrire dans un projet d'établissement ou comment est-ce qu'on peut travailler ces questions de la domination avec les collègues, même s'ils ne sont pas forcément réceptifs ou réceptifs. On prend plus de tour de parole, donc il y a au fond Sophie, ensuite les intervenants, après la conclusion, ce sera l'heure. Ouais. De toute façon, forcément, c'est pas... Tout va bien. J'avais dit que je me levais pas. Moi, je voulais juste dire que j'avais été très surprise par la dernière intervention de Charlotte, parce que autant j'ai pu être d'accord avec tout ce que tu as pu dire avant. En revanche, là, ça m'a vraiment surprise parce qu'il me semble que rien ne nous empêche de penser nos utopies et qu'on est là, enfin, comme moi, je suis là pour changer la société et que oui, l'école peut être très coercitive. Hein. Effectivement, les enfants sont captifs. Et parfois, oui, c'est assimilable à une prison. Il y a même des enfants qui disent qu'on n'est pas des esclaves, c'est bon, on n'est pas toujours obligé d'obéir à tout. Donc voilà, j'ai été très surprise par cette dernière intervention et je ne suis vraiment pas d'accord. Sophie, tout ça me fait penser à... On parlait hier je dis souvent il faut libérer les enfants de l'école en fait. Et ça me fait penser à ce que fait Laurent Hoth. Alors le week-end, mais tout à l'heure Charlotte, tu disais que qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus de statut de mineur? Est-ce que les enfants peuvent décider à 3 ans? Et s'ils allaient retravailler à 11 ans parce qu'ils en ont envie, et il faudrait que les cités, mais pas dans le sens des cités qu'on connaît et qu'on a dans la tête, se modifient, soient réouvertes à l'artisanat, que tous nos lieux de vie changent, se modifient, soient des espaces ouverts. Et dans ces cas-là, on pourrait tous faire de la pédagogie sociale, sans aller tous les matins au même endroit forcément, mais se retrouver pour créer ensemble en fait, et pour vivre ensemble. Donc hier on en parlait parce que finalement toutes les questions qu'on se pose, elles sont de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on est dans notre carcan de pensée de ce qu'on est aujourd'hui. On se trouve finalement des questions qui font qu'on reste enfermé encore, alors qu'il faut qu'on arrive à modifier petit à petit nos espaces fermés en espaces ouverts. Et c'est ça la complexité de notre mission. Un mot chacun. 1, non, 3, 3 et 3. Ok, donc en 2 mots, par rapport à ta critique, ma question c'est juste, soyons concrets quoi, si on ferme les écoles demain, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu vois, c'est pas une solution non plus. Si c'était une prison, moi je suis pour fermer les prisons demain. Par contre, je suis pas pour fermer les écoles demain, parce que justement il n'y a pas d'alternative construite. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas construire à faire les alternatives. Ce qui implique aussi de réfléchir à la façon dont on habite, dont on vit, dont on bouffe, voilà, dont le monde social globalement il est construit. Et ça veut dire créer des espaces où on fait, et c'est ce que fait Laurent Hoth en pédagogie sociale, hein. Aller cultiver des champs avec des gosses dans la rue, aller produire ce qu'on bouffe, se demander tiens d'où elle vient l'électricité et les centrales dans tout ça, enfin, ce qui implique à la fois de réfléchir et dans la pratique de mettre en place d'autres façons de vivre et d'exister, mais l'alternative il faut la construire. Tu peux pas décréter que tu passes à un autre système parce que ça n'existe pas. Et puis après, comme j'ai dit dès le départ, je pense que l'école elle est ambiguë. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis très frappée par le fait que les gosses ils décident de vraiment pas beaucoup de choses dans l'école et je pense qu'il faut tirer au maximum pour qu'ils aient plus de prise sur ce qu'ils font. C'est le principe de la pédagogie institutionnelle par exemple. Tu fais un conseil, tu dis bon bah on décide pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi et comment ça se passe, blabla. Tu élargis les marges, mais tu peux pas non plus rebâtir tout sur du rien quoi. Tu bâtis pas sur du rien, donc tu vas construire des alternatives mais petit à petit. Voilà, j'ai un petit peu. Rapidement, donc sur la place des femmes dans l'histoire, j'utilise un bouquin, moi, pour le premier degré, c'est chez Belin, et c'est la place des femmes dans l'histoire, et c'est intéressant parce que c'est transversal. Par exemple, tu prends le Moyen-Âge, bah, tu vas savoir le rôle des femmes au Moyen-Âge, et puis c'est pas l'histoire,
Enfin, c'est pas les figures individuelles comme dans nos manuels la plupart du temps où tu as des figures. Là, c'est les masses collectivement, qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes, les groupes sociaux. En fait. Du coup, c'est intéressant. En fait, il faut aller sur le site Mnémosine, le mot grec, là, et là, il y a tout un travail sur la place des femmes dans l'histoire, avec plein de ressources, parce que là, j'ai pas le temps. Pour finir aussi pour les collègues du collège, voilà, je partage, j'étais ravie de vos témoignages, j'aimerais bien discuter plus longuement. Pour moi, par rapport à ça, donc oui, ça s'inscrit dans un projet d'établissement, c'est possible. Et ensuite, la clé, c'est ce que j'avais oublié de dire, donc merci pour votre intervention, c'est la formation en fait. Dès qu'on a commencé avec ces issues d'éducation, les stages féminisme et genre, il y avait plus de 300 personnes. Voilà, le premier c'était en 2012 et depuis on n'a pas arrêté et voilà, il s'est passé plein de choses par rapport à ça. On s'est rendu compte en fait que sans la formation, il n'y aurait que des personnes militantes comme vous et moi, hein, les féministes de service, voilà, et ça suffit pas en fait en termes d'éducation pour changer les choses et pour renverser la domination homme-femme, vraiment ça suffit pas. Donc la formation, donc par le mouvement Freinet, pourquoi pas, par sous d'éducation, et puis après dans le milieu institutionnel, donc moi je suis dans des commissions au rectorat sur l'égalité filles-garçons et tout ça, contre l'homophobie, enfin non ça n'existe plus parce que depuis la manif pour tous, ils ont dit qu'il fallait enlever le mot genre et l'homophobie de nos communications, donc ça c'est les contradictions d'institution, voilà on peut essayer de changer les choses à l'intérieur, mais c'est la mission quand même. Et pour terminer, moi la carte postale qui est sur la porte de ma classe, c'est Victor Hugo, quand on ouvre une école, on ferme une prison. Ouais, il y avait un copain qui avait critiqué cette phrase-là sur Indymedia et qui s'était fait carrément censurer, alors que Indymedia c'est censé être un truc où il n'y a pas de censure. Pour reprendre, moi je pense qu'effectivement on est très loin de pouvoir construire un monde sans domination adulte. C'est une domination qui est complètement incritiquée, qui est invisible, etc. Mais en fait, ça commence par prendre conscience qu'il y a un système social, des structures sociales, qui asservissent les enfants sous prétexte de protection, sous prétexte d'éducation, avec la notion d'éducation qui est connotée positivement, etc. Et que sans cette critique morale-là et ces analyses politiques-là, ces analyses sociales, politiques, structurelles-là, effectivement, on n'ira jamais vers, de façon générale, vers des rapports plus égalitaires entre adultes et enfants. Donc je pense que cette histoire de se plonger sur qu'est-ce que c'est que la domination adulte de façon générale, de la même façon que se plonger sur qu'est-ce que c'est que le patriarcat de façon générale, ou se plonger dans qu'est-ce que c'est que le capitalisme de façon générale, c'est une nécessité si on veut aller en direction d'une société plus juste, plus égalitaire et plus libertaire. Et sinon, par rapport à ce que tu disais, alors je ne vais pas répondre à ce que tu disais, d'une part, il y a des trucs que je n'ai pas bien compris, mais autour de la notion d'éducation, tu disais c'est un besoin fondamental des humains. Je crois que ce qui est un besoin fondamental, c'est de pouvoir apprendre et de pouvoir apprendre librement. Et que c'est pas du tout la même chose que le fait d'être éduqué. À mon avis, c'est même deux choses qui sont contradictoires. Et un autre besoin fondamental, c'est le fait d'être accompagné affectivement dans ce qu'on vit. Et ces deux besoins ne sont pas des besoins qui sont propres aux enfants ou aux mineurs, c'est des besoins qui sont des besoins des humains en général. Et j'ai l'impression que en finir un jour avec la domination adulte sur les enfants, ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant pour les adultes, parce qu'on est encaserné aussi dans une figure de l'adulte en tant qu'individu souverain, autonome, etc. Et où en fait, l'organisation sociale nous atomise, nous isole les uns des autres, et de fait, nous en tant qu'adultes, souvent, on souffre de ne pas être accompagné affectivement dans ce qu'on vit. On est obligé de passer par des institutions comme l'amour, le couple, des machins comme ça, pour essayer de s'en sortir à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression vraiment que la critique des rapports adultes-enfants, des catégories adultes-enfants, etc., c'est une critique qui peut être extrêmement subversive dans un tas de domaines vraiment extrêmement généraux. Voilà, ça c'est un exemple. Bon voilà, c'est ce que je voulais dire. On aurait encore 1 million de choses à dire, moi aussi j'ai envie de dire 50 choses, mais on va s'arrêter là, il est 35. Merci. Oui, voilà, alors c'est ce que justement je voulais dire. 11 femmes qui ont parlé pendant 4 minutes. 4 pendant 7 minutes 30. Voilà. Alors c'est ce que... Et il faudrait regarder sur le planning de nettoyage des toilettes. Que des femmes.
Alors justement, c'était pour conclure, c'est ce que je voulais dire, mais monter des groupes féministes dans vos régions, ça a beaucoup cassé la planche. Moi, ça a tout changé, vraiment. Voilà. Et je voulais dire une chose, depuis qu'on a monté un groupe féministe, etc., ça m'a sensibilisé à certaines choses, et à toutes les réunions où je suis, que ce soit avec le syndicat, l'ICEM, je ne sais quoi. Je prends les tours de parole, je chronomètre, donc évidemment je me dis je ne l'ai pas fait. C'est depuis que j'ai fait ça une prise de conscience énorme, et à chaque fois, à la fin, je dis combien ça change complètement les rapports de domination, et c'est aussi à partir de ça qu'on va participer à l'émancipation. Il y a Catherine.